Et voilà, on est encore ensemble. On se retrouve dans le cadre d'un autre numéro d'entretien lié au journal de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Je crois que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de ça. Et dans le langage courant des Congolais, on dit la tension. Nazobe la tension. Tension et salingai. Je suis malade de la tension. En fait, on parle de l'hypertension artérielle qui peut entraîner un AVC ou une maladie cardiovasculaire. Voilà, c'est un peu ça. Je ne suis pas professionnelle de santé, mais on apprend avec les professionnels de santé. Nous aurons aujourd'hui le diététicien professionnel, patient Béa Bakadi. Lui, il va nous parler de cette maladie et c'est tout de suite. Monsieur Patient, bienvenue sur Univers Groupe Télévision. Merci beaucoup, madame. J'étais content de vous revoir encore. Voilà, aujourd'hui, on vient vous demander de nous parler de l'hypertension artérielle. On entend parler chaque fois les gens qui tombent malades de suite de la tension artérielle qui monte. Alors, aujourd'hui, nous venons que vous puissiez nous parler de cette hypertension artérielle. C'est quoi, en des termes simples? Ok, merci. Donc, quand on parle de l'hypertension artérielle, moi, je crois qu'avant même de définir cette hypertension artérielle, on va quand même parler un peu sur le cœur. Parce que quand on parle de l'hypertension, l'organe général qu'on voit, c'est le cœur qui est affecté par rapport à ça, mais il y a d'autres organes aussi qui sont affectés. Moi, je vais quand même d'abord expliquer au public c'est quoi le rôle du cœur. Et donc, le cœur, c'est un organe très important, comme d'autres organes dans notre corps. Et il a deux parties. Il y a la partie gauche et la partie droite. Alors, quand on peut voir au niveau du cœur, je vais juste prendre quelque chose pour expliquer, comme ça serait plus visuel. Okay. Alors, donc, il y a le cœur est là, il y a la partie droite, partie gauche, et il y a le poumon. Alors, tout ce que nous, on mange, on regarde l'appareil digestif qui est là, tout ce qu'on mange est transformé en sang comme produit final avec des éléments nutritifs dont nous avons besoin pour aller nourrir tout le corps humain. Alors, le cœur, qu'est-ce que lui il fait? Il va recevoir le sang avec des éléments nutritifs et il doit le faire passer dans le poumon. Ça quitte du côté droit du cœur dans le poumon. Le poumon, son rôle, c'est de télécharger ce sang-là avec l'oxygène. Et le sang téléchargé avec l'oxygène rentre dans la partie gauche du cœur pour que maintenant le cœur puisse aller le distribuer. Et maintenant, cet échange-là du sang, comme on dit souvent, c'est le cœur, c'est deux pompes en synchronisation en une pompe. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, le sang, comme j'ai expliqué, quitte le cœur dans le poumon et ça quitte du poumon, ça rentre encore dans le cœur. Alors, vous allez voir qu'il y a une pression qui se passe et il y a une pression normale. Et là, il y a deux types de pression. Il y a la pression qu'on dit systolique et puis la pression diastolique. Alors, la pression systolique, c'est que le cœur se presse comme ça pour faire évacuer le sang vers le poumon. Vers le poumon. Et maintenant, le sang qui doit retourner du poumon vers le cœur, et cette pression on appelle diastolistique, c'est-à-dire que le cœur se relaxe pour se remplir encore du sang. Alors, c'est comme ça qu'on parle de la pression. Alors, si le chiffre est au-delà de 120 sur 80, ou au Congo, souvent on dit 12,8, alors 12, on voit, c'est déjà la pression normale. Et quand déjà quelqu'un a des chiffres au-delà de ces fourchettes-là, et c'est de là qu'on parle maintenant de l'hypertension artérielle. Alors, le problème avec l'hypertension, c'est que, comme j'ai expliqué, plus la pression elle est forte, vous voyez, il y a des artères et des veines. Et ces artères... Essayez de montrer comment c'est fort. Voilà, vous voyez comment ça se presse là. Donc, vous voyez, il y a cette pression-là qui se passe. Et c'est trop rapide. C'est trop rapide, trop vite. Et comme j'ai expliqué que le battement cardiaque, il y a le diastole et le systolique. Il doit avoir une pression constante et normale. Alors, quand ces chiffres-là sont au-delà de ce qui est recommandé au niveau médical, c'est de là qu'on parle maintenant de l'hypertension artérielle. Et les conséquences de cette hypertension, quand elle est toujours très forte, c'est cause maintenant de facteurs de risque comme par exemple le problème d'AVC ou d'arrêt cardiaque. Donc voilà un peu la définition même de l'hypertension. Mais moi je voudrais assez que le public puisse aussi se rendre compte que le cœur c'est toute une machine et ça fonctionne
cet échange de sang tout autour du cœur, du poumon, c'est 250 millilitres 70 fois par minute. Donc, vous allez faire maintenant le calcul pour voir si je fais 250 millilitres fois 70 fois par minute. La minute, c'est ça, le change de ce sang-là qui passe. Et le battement cardiaque pour tout être humain qui est vivant durant leur période de vie, c'est à 2,5 billions de battements cardiaques. Donc, vous voyez que c'est vraiment un organe qui joue un grand rôle dans notre corps. Et l'hypertension devient une menace pour protéger et maintenir notre santé cardiaque. Donc, Monsieur Passion, si j'ai bien compris, ça veut dire que avec le fonctionnement du cœur, qui est l'organe centre du corps humain, le cœur a deux parties. Dans la première partie, c'est un circuit qui prend le sang que nous acquérons à partir de la nourriture que nous mangeons, qui va du cœur jusqu'au poumon. Et le deuxième circuit, c'est le poumon qui remplit ce sang-là d'oxygène pour le ramener dans la partie gauche du cœur, qui devient maintenant du sang à distribuer par le cœur dans tous les autres organes du corps. Exactement. Et là, c'est juste pour des termes très simples, hein, parce qu'au moins, le cœur a 4 chambres. On ne va pas aller dans les détails, mais j'aimerais quand même montrer qu'il y a la partie gauche et la partie droite du cœur. Et c'est un peu ça le circuit qui se passe. Et puis là, dans d'autres émissions, quand on aura parlé sur l'insuffisance rénale chronique, on va aussi parler du rein, parce que le rein aussi joue ce rôle-là dans le nettoyage et filtration du sang qui doit aller vers le cœur. Donc, il y a tout un système que le corps bien s'organise. Mais en tout cas, pour le public, de façon plus simple, il faut juste que se rappelle que le cœur joue un rôle comme une pompe qui reçoit le sang nutritif, nettoyé, et qui doit le renvoyer dans le poumon pour être téléchargé avec l'oxygène, le renvoyer encore dans le cœur, et le cœur fait la distribution dans tout le corps pour aller nourrir toutes les cellules du corps. Et alors, on parle de l'hypertension quand la vitesse de l'envoi, de la distribution de ce sang est trop rapide. C'est ce qui cause l'hypertension. Et comme je disais, le valeur normale d'une hypertension, d'une tension artérielle, c'est entre 120 sur 120, non, 120 sur 120 à 129 sur 80-89. Maintenant, quand il y a des différentes classes d'hypertension, il y a le pré-hypertension, et ça, quand maintenant la personne est maintenant sur 130 sur 90. Maintenant, le vrai classe d'hypertension, ça dépend d'une personne à une autre, et aussi des tranches d'âge. Déjà 140 sur 90, là carrément le médecin va commencer à classifier pour dire qu'il y a un problème d'hypertension. Donc c'est que nous on a l'habitude de dire 14-9. 9, voilà, exactement. Donc 14-9 c'est déjà une tendance vers l'hypertension. Une classe d'hypertension. Voilà. Et ça dépend de chiffres. Quand vous allez à la classe 2, classe 3, et là, deux fois des gens arrivent même à 200 ou 20 sur 10. Donc c'est déjà une hypertension trop élevée. Et souvent c'est des cas comme d'urgence que la personne devait aller aux urgences pour que l'équipe puisse prendre en place. Mais déjà, quand on est au-delà de la norme de 120 à 129 et on est déjà dans les 140 sur 90, en tout cas, c'est déjà une classe d'hypertension. Et alors, Monsieur Passion, quelles sont les causes ou bien les facteurs de risque? Qu'est-ce qui peut causer l'hypertension artérielle? Alors, il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent contribuer à ces problèmes d'hypertension artérielle. Donc, premièrement, il y a aussi l'excès de poids. Quand on est dans l'obésité ou dans l'excès de poids. Pourquoi? Exemple pratique et simple, c'est que notre cœur, c'est comme un moteur. Et ce moteur-là a une certaine capacité. Et plus on prend du poids, plus ça demande le cœur à faire beaucoup de travail pour faire cette distribution et échange du sang. Donc l'excès de poids ou le surpoids devient un facteur de risque pour développer l'hypertension artérielle. Deuxième chose, c'est aussi le deuxième facteur de risque, c'est l'excès de consommation de sel. Nous avons besoin au moins de 2300 mg de sel par jour. Mais quand on regarde dans notre alimentation au quotidien au Congo, tout est vraiment presque salé. Alors, ce qui fait que quand on consomme plus de sel que le corps a besoin, il y a un facteur qui se passe où il y a un grand volume d'eau et de sang qui peut aussi augmenter. Et le sel joue ce rôle-là de retenir beaucoup
et augmenter le volume. Et vous vous imaginez, s'il y a déjà un grand volume d'eau, un grand volume du sang, ça fait que le cœur doit aussi travailler plus rapidement pour éliminer. Donc l'excès de sel, c'est un autre facteur de risque. Deuxièmement, c'est l'inactivité physique. Si je ne bouge pas, le cœur, c'est un muscle qui a besoin d'être exercé. Alors, quand je ne bouge pas, je ne fais pas l'activité physique, mon cœur aussi ne s'exerce pas. Il ne maintient pas... Il devient aussi fainéant. Bon, presque dans ce sens-là, vous voyez. Alors, le prochain facteur de risque, c'est l'alimentation. Pourquoi l'alimentation encore? Vous allez voir qu'il y a par exemple le sel minéraux qui joue un rôle très important dans les contractions de muscles du cœur. Par exemple, il y a le potassium, il y a le calcium, et il y a le phosphore aussi. Donc, ce sont les 3 éléments nutritifs qui jouent le rôle de faciliter la contraction. Quand on n'a pas une alimentation équilibrée et variée, ça pourrait être que le corps ne reçoit pas ces éléments nutritifs qui jouent un rôle très important dans le fonctionnement de notre cœur comme il faut pour régler la pression artérielle. Vous voyez? Et l'autre facteur de risque, c'est qu'il y a aussi le problème d'insuffisance rénale. Le rein joue un rôle aussi très important à produire des hormones qui jouent un rôle à aller régler notre pression artérielle. Si on a déjà un problème avec notre rein, on voit aussi que ça affecte aussi le cœur, le fonctionnement du cœur, surtout la pression artérielle. Donc voilà un peu le facteur de risque qui peut pousser quelqu'un à aller vers... On nous parle souvent aussi du stress. On dit aussi que le stress favorise l'hypertension. Oui, le stress est un autre facteur. Et il faut comprendre aussi quand on est plus stressé, qu'est-ce qui se passe avec notre corps. Il y a des hormones comme l'adrénaline qui se produit et le corps, il y a le battement cardiaque qui augmente aussi. Alors le stress c'est un autre facteur de risque. Donc parce que le corps ne doit pas être dans un état de stress permanent ou chronique. Alors le stress est un autre facteur de risque pour ça. Et puis on voit aussi de fumeurs aussi parce que ça c'est un autre facteur de risque parce que vous allez voir quand on fume avec la nicotine, nos artères s'endurcissent aussi. Et ça peut aussi devenir comme un facteur de risque pour l'hypertension artérielle parce que nos veines doivent être flexibles. Et alors quand on est fumeur, cela peut endurcir nos tuyaux, comme je peux les dire, et ça devient un autre facteur de risque pour l'hypertension. Et voilà, merci beaucoup Monsieur Patient pour tout cet éclairage par rapport à ce qui est l'hypertension artérielle. Je rappelle que vous êtes diététicien professionnel, vous œuvrez déjà depuis beaucoup d'années, mais alors, comment est-ce qu'on peut prévenir cette hypertension artérielle? Comment faire pour éviter que ça vous arrive? Alors, donc, première chose, pour nous, dans notre prise en charge, c'est que je vois, même en tant que clinicien diététicien, je regarde le facteur de risque que le patient se présente avec, ou la personne qui est à risque. Et là, maintenant, on va travailler sur ça. Et cette prise en charge ou la prévention, elle se focalise sur 2 piliers. Dans le premier pilier, on va carrément regarder le facteur de risque modifiable, comme je venais de les énumérer, parce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Par exemple, quand on regarde l'aspect racial. Donc, nous, déjà, des Africains, on est déjà à grand risque de développer l'hypertension artérielle. Pourquoi? C'est juste l'aspect génétique. Donc, on ne peut pas changer cela. Deuxièmement, si déjà dans la famille, il y a des gens qui vivent avec l'hypertension artérielle, on est déjà à risque. On ne peut pas changer l'histoire familiale de gens qui vivent déjà avec l'hypertension artérielle. Et la bonne nouvelle, comme je le disais, du côté facteur modifiable, on va regarder maintenant sur le niveau de stress, l'alimentation, l'inactivité physique, si on est fumeur, et puis donc si on est en excès de poids et la consommation du sel. Donc il y a déjà 6 facteurs modifiables. Nous, on pourrait déjà s'atteler là-dessus et pour accompagner l'individu pour prévenir l'hypertension. Alors, par exemple, si on trouve que la personne vient nous voir et il y a une hypertension déjà qui existe, et on va faire toute une évaluation de voir le poids par exemple. Et si on trouve que la personne est déjà en excès de poids ou en obésité, nous on va se donner un objectif de voir comment promouvoir une perte de poids et en regardant 5 à 10% de poids. Pourquoi? Parce que déjà quand on perd 5 à 10% de poids, ça baisse la pression artérielle de 10 à 20. Okay. Donc si par exemple vous avez 16
comme pression artérielle. Alors imaginez si je perds 5 à 10% de poids, j'aurai déjà 10 à 20 de mon chiffre de mon hypertension va déjà baisser. Vous voyez, déjà ça c'est le premier pilier. Alors deuxième, on regarde maintenant la consommation du sel. Si je consomme plus que du sel que mes besoins journaliers, et si je le réduis à 2300 mg par jour, ça va aider aussi à réduire cette pression artérielle entre 5 à 7. Déjà, avec le poids plus la réduction du sel, le chiffre, vous voyez, si on les additionne, ça va contribuer à faire baisser notre pression artérielle. L'autre aspect, c'est aussi l'aspect nutritionnel. Comme j'avais énuméré sur les éléments nutritifs tels que le potassium, le phosphore, le calcium. Et là, souvent, on les trouve plus dans le fruit et le légume, même aussi de produits à grains entiers. Et il y a une approche... Vous pouvez citer ces produits? Ça peut être même, on peut trouver dans le Quaker ou le flacon d'avoine, on peut trouver dans le maïs, on peut trouver dans le farine de blé complet et tout ça. Dans le légume, s'il y a le bitekuteku, il y a le pondu, par exemple, que les gens utilisent au Congo. Les épinards. Les épinards, il y a le fruit. Les aubergines aussi, les tout concombres. Ça. Voilà, toutes sortes de légumes. Et quand on a une variété en termes de légumes et de fruits et de féculents, c'est clair qu'on aura aussi une bonne chance de répondre à nos besoins de ces sels minéraux qui jouent un rôle très important dans la promotion d'une bonne santé cardiaque. Donc, vous voyez, alors ça c'est du côté alimentation-nutrition. Et l'autre facteur, on va regarder si la personne a un niveau élevé de stress. Et comme on parle sur l'autogestion, on va se focaliser encore sur le changement de comportement de la personne. Comment il gère le stress, l'anxiété. Et c'est comme ça que Wish Smart a toute une équipe de professionnels de santé spécialisés aussi dans la question de santé mentale pour accompagner l'individu de voir comment reconnaître leur stress, développer des outils nécessaires et des compétences pour gérer le stress. Parce que ça, c'est gérable. Et du coup, si on le gère déjà 1 à 2 de notre pression artérielle comme chiffre, va aussi baisser quand déjà on contrôle notre stress. Autre facteur de risque que j'ai oublié de mentionner, c'est la consommation de l'alcool. Si on consomme plus l'alcool aussi, c'est un autre facteur de risque pour l'hypertension. Ce n'est pas interdit de consommer l'alcool, mais quand même, il y a des recommandations en termes de standards. Par exemple, pour un homme, c'est comme de petites bouteilles de prémisse, pas de grosses bouteilles, 1-2 par jour pour l'homme et 1 bouteille pour une femme. Parce que quand on réduit déjà notre consommation d'alcool, on voit encore 2 à 3 comme chiffre de notre hypertension va baisser sur ce point-là. Et le dernier, c'est l'activité physique. Plus on bouge, plus on fait que le corps s'exerce, plus aussi il y a l'amélioration du flot de notre sang. Et on va encore voir un autre entre 7 à 10 comme chiffre va baisser. Donc vous allez voir que quand on additionne tous ces facteurs de risque avec toutes les modifications qu'on va faire, on va voir que ça va contribuer à améliorer notre pression artérielle. Donc voilà un peu le mécanisme de prévention que nous aimerons que notre téléspectateur puisse être capable de reconnaître. Et c'est comme ça que Kuishi Smart travaille toujours en identifiant ces facteurs de risque pour chaque individu, parce que mes facteurs de risque peuvent être différents que vos facteurs de risque. Alors c'est comme ça, nous on travaille sur ces facteurs-là et on accompagne nos patients pour gérer ou modifier ces facteurs de risque. Merci beaucoup, docteur patient, mais... Diététicien patient, désolé. Diététicien patient, bon, on a l'habitude de vous appeler docteur, c'est quand même la santé. Vous êtes diététicien professionnel. Alors, est-ce que pour se rendre compte de tout cela dans notre quotidien, il faut commencer à vérifier la tension artérielle tous les matins pour savoir si je suis déjà à 14, je commence à atteindre 16, par exemple, chaque jour, il faut que je parte, ou bien il faut qu'on attende qu'on se sente mal? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Et alors, c'est ce que vous allez voir aussi, par exemple, pour nous à Kuishi Smart, on joue un grand rôle à éduquer le patient sur leur devoir en tant que patient. Quand vous ne vous sentez pas bien, allez chez un professionnel de santé, aller dans une structure. Pourquoi je dis ça? Parce que je comprends qu'il y a des fois des défis financiers et il y a aussi des fois
tout le monde devient comme professionnel de soins de santé, je ne me sens pas bien, je vais à la pharmacie, je m'achète le médicament. Et souvent, ce que nous on fait, et on encourage toujours nos patients, quand vous ne vous sentez pas bien, allez voir le professionnel des soins de santé. Et sur base de ça, des examens de routine comme nous on fait chez Quishy Smart, quand vous arrivez, on prend votre poids, on prend votre tension artérielle, on peut prendre aussi votre glycémie. Et si on trouve que c'est élevé, alors l'équipe va vous dire ben, votre tension est élevée. Mais deux fois aussi, la tension peut aussi être élevée du fait que vous êtes stressé d'être juste dans le bureau du médecin ou bien de votre consultant. Il y a toujours des mécanismes qu'on voit d'éliminer cette fausse pression artérielle parce que vous êtes dans le bureau de consultation. Alors, donc, c'est que nous, on encourage. Vous ne vous sentez pas bien, allez. On va prélever vos pressions artérielles. Et une fois, le médecin dit que vous êtes diagnostiqué avec l'hypertension artérielle. Et c'est là l'autogestion devient très important. Et nous, ce qu'on encourage nos patients, on les éduque, c'est de commencer à prélever eux-mêmes à la maison. Pourquoi? Si vous le prélevez chaque jour vous-même et vous avez votre machine, je sais que ce n'est pas facile à tout le monde de s'en acheter, d'avoir une machine à pression. Vous pouvez même chercher un centre de santé le plus proche. Même le tensiomètre. Oui, je parle de tensiomètre comme machine. Vous pouvez en acheter votre propre tensiomètre et vous mesurer à la maison quand vous vivez déjà avec l'hypertension. Pourquoi c'est important? Ça vous donne un tableau global de vos chiffres. Et là, ça va commencer à vous donner l'idée, ben, qu'est-ce que j'ai fait qui était différent hier? Pourquoi ma pression est élevée? Est-ce que, par exemple, j'ai oublié de prendre mon médicament tel que c'était prescrit? Est-ce que j'ai une journée très stressante? Est-ce que je n'ai pas bien dormi? Vous voyez, donc ça devient un élément de suivi pour vous-même. Et quand maintenant vous le faites, ça vous permet carrément d'avoir une bonne visibilité de vos chiffres. Et quand maintenant vous allez aller voir votre équipe de santé, vous allez dire, ben, écoutez, pendant cette semaine, j'ai constaté qu'il y a des fluctuations de ma pression artérielle et vous apportez des évidences à votre équipe de santé. Et ça leur permet de vous orienter. Exactement. Mais malheureusement, c'est que nous avons constaté souvent avec certains patients, surtout, quand ils se sentent bien, ils arrêtent soit le médicament ou bien ils oublient carrément leurs habitudes qu'ils devaient mettre en place pour gérer ces facteurs non modifiables et carrément, ils ne prélèvent plus leur pression artérielle. Et c'est quand ils se sentent plus bien, ils sont maintenant curieux. Et nous, chez Quishy Smart, on travaille sur ce développement de compétences pour l'autogestion. Donc, vous devenez plus informé de savoir que je peux prélever ma pression une fois par jour et ça me suffit. Et en une semaine, j'ai une bonne visibilité de ma pression artérielle. Et vous rappelez aussi les patients pour demander comment est-ce que ça évolue? Oui, évidemment. Donc, on donne toujours de rendez-vous pour dire que ben, aujourd'hui, on vous a vu et le prochain rendez-vous, c'est dans 2 mois ou 1 mois ou 2 semaines. Ça dépend de son état. Et là, une semaine avant ce rendez-vous, notre équipe va les rappeler pour dire hey, vous avez appel à venir voir votre équipe de soins de santé et le patient, la patiente vient. Et nous avons aussi des outils qu'on donne aux patients comme un carnet de santé, en tout cas qui inclut toutes les informations. Et pourquoi on fait ça? C'est juste pour donner une bonne visibilité aux patients. Quand ils viennent, ils savent quelles sont les questions à poser à leur équipe de soins de santé qui les suivent. Alors, vous avez toute une grande équipe, vous avez dit, monsieur patient, vous avez des médecins, vous avez des laborantins, vous êtes vous-même diététicien, il y a d'autres diététiciens aussi. Ça veut dire que quand quelqu'un est diagnostiqué, par exemple, hypertendu, et qu'il vient chez vous, il va prendre trop de temps parce qu'il va avoir tout ce personnel-là. Pas nécessairement, on planifie. Pourquoi Quishy Smart est une organisation vraiment unique dans son genre? Parce qu'il y a des différentes expertises qui travaillent comme toute une pièce en synergie. Souvent, c'est que nous avons observé, même mes propres expériences en travaillant au Congo, partout en Afrique, si ces services de spécialité ne sont pas dans le mur de l'organisation ou de la clinique, qu'est-ce qui se passe? Vous dites à la personne, on vous renvoie, on fait une référence dans un autre centre. Allez, souvent, il y a un délai. Cette personne ne peut ou n'est pas allée. Déjà, on perd cette fenêtre d'opportunité pour que ce patient puisse voir le spécialiste. Alors, chez Quishy, c'est ce que nous on fait. Tous les professionnels sont là. Quand
le médecin vous diagnostique, il vous dit, ben écoutez, allez voir le pharmacien. Le pharmacien est là. Ça peut être même par téléphone parce qu'on utilise aussi la numérisation. Il va vous dire, bon, voilà, tel médicament a été prescrit par votre médecin. Voilà comment il faut le prendre quand le renouveler. Et lui, il dit, ben, maintenant, il faut aller voir le diététicien. Le diététicien est là, il fait sa consultation. Donc, moyennant, la personne peut passer 1 heure ou 1h30 dans la structure et reçoit tout le service. Et au moins, on sait qu'il y a moins de chances que cette personne va partir pour ne pas revenir. Mais au moins, tout le service a été offert au même moment. Mais si... Et puis, il a reçu les orientations de chaque personnel de santé dont il a besoin pour sa guérison. Exactement. Donc, encore, c'est comme ça, nous, vraiment, on valorise le travail d'équipe. Parce que c'est comme l'être humain. Il y a différents organes et ces différents organes travaillent en synergie et en collaboration pour maintenir cet être humain en bonne santé. C'est la même approche que Kouichi fait avec tous nos professionnels de soins de santé. Ils savent là où leurs compétences commencent, là où ça s'arrête. Et là, ça s'arrête, il y a telle autre personne dans l'équipe, voilà, vas-y. Et donc là, le patient se trouve qu'il n'y a pas une contradiction d'information parce que souvent, il y a des confusions qui se posent où le médecin peut-être a dit, ben écoutez, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça. Mais quand ils vont aller voir le diététicien dit l'autre information qui est l'opposé même de ce que le médecin dit. Du coup, il y a une confusion. Ou bien le pharmacien qui requise les produits que le médecin a prescrits. Exactement. Donc, ça devient une confusion pour le patient. Alors, pour nous, on travaille vraiment dans une collaboration et coordination. On est tous sur la même longueur d'onde et le patient est sur la même longueur d'onde avec tous les professionnels qu'il va avoir dans son parcours de prise en charge. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'est enrichissant, tout ce que vous avez dit. Je vois que la santé, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver et pérenniser. Mais s'il faut qu'on rentre dans la bourse, est-ce que Kouichi Smart est abordable? Parce que voir un médecin, un pharmacien, un diététicien, c'est combien d'argent qu'on va payer? Est-ce que vous êtes cher? Tout ça, les téléspectateurs peuvent se poser des questions. Alors, Kouichi Smart, c'est une organisation à but non lucratif. Et quand on parle d'une organisation non lucrative, c'est-à-dire qu'on ne fait pas notre travail pour s'enrichir. On est là pour servir la communauté et le bien de pays ou du continent. Nos services sont vraiment très abordables. Et comme je l'ai dit, et vous allez voir même notre mission, c'est la mission ou la vision même de Kouichi, c'est de créer des communautés où les gens mangent santé, vivent bien et réalisent leur potentiel. Si l'argent devient une barrière de ne pas créer cette communauté santé, c'est clair qu'on ne réalise pas notre vision en tant qu'organisation. Donc pour nous, en tout cas, le service est très abordable et c'est comme ça on est en train de voir comment est-ce qu'on pourrait créer des systèmes de financement qui va carrément donner accès à tout le monde selon leur bourse financière et voir comment que l'argent ne devient pas une barrière. Et souvent, nous, on se focalise sur ce qu'on dit les déterminants de la santé. Et là, on voit l'état socio-économique de la personne, on voit la culture, on voit le genre, on voit les conditions de travail. On prend tous ces facteurs en compte quand on fait notre facturation. Au moins, on sait que l'argent ne doit pas être une barrière pour que chaque membre de la communauté puisse accéder à nos soins de santé. Et aussi, ce que nous, on essaie de faire comme innovation, c'est que on peut faire des contributions mensuelles. On s'est dit par exemple 1 ou 2 $. Parce que deux fois, quand on regarde par exemple au Congo, je parle de la réalité congolaise, c'est que 70% de frais de soins de santé, c'est le patient qui le paye. Lui-même qui paye, oui. Et ce qui fait qu'il y a d'autres besoins qui doivent être pris en charge. Payer la scolarité des enfants, payer l'électricité, le loyer. Et du coup, la santé tombe au bas de l'échelle. Et ce que Kouichi veut faire comme une approche innovatrice, c'est que vous pouvez carrément épargner même 1, 2 $, vous le contribuez. Le jour où vous avez besoin de vos soins de santé, vous venez chez Kouichi Smart carrément, vous n'avez pas de stress. Donc, et c'est ça que nous voulons aussi apporter comme une innovation pour montrer à la population congolaise, peu importe où vous êtes, combien vous gagnez,
l'argent ne doit pas être une barrière pour vous d'accéder aux soins de santé de qualité. Voilà, l'argent ne peut en aucun cas être une barrière pour accéder aux soins de santé de qualité. Ça, moi, j'apprécie et j'applaudis. Monsieur Patient, très souvent, on dit que la tension, l'hypertension artérielle peut conduire à un AVC. Brièvement, comment est-ce qu'on peut arriver à un AVC? C'est quoi un AVC? Alors, AVC, c'est accident cardio-cérébral. Alors, donc, il faut que les gens encore comprennent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le cœur, c'est une machine, c'est une pompe. Accident vasculaire cérébral. Ok, parce qu'on parle déjà du cerveau. Et si ça arrive au niveau du cœur, c'est cardiaque. Ok. Alors, l'AVC, en soi, qu'est-ce qui se passe? Le cœur doit pomper du sang vers le cerveau. Oui. Et ce qui se passe avec une hypertension artérielle non contrôlée, la pression se passe trop forte. Et nous avons aussi de veines ou des artères trop petites aussi, de ce côté-ci. Et si cette pression passe trop forte, deux fois, ça peut briser une de ces particules, de ces tuyaux-là, et ça commence à circuler librement. Et c'est là aussi, ça peut aussi se passer au niveau du cœur. Je prends l'exemple des artères, par exemple, si on a un cholestérol trop élevé, le cholestérol forme de plaques qui peut boucher aussi nos artères. Et si ces artères-là, il arrive avec cette pression artérielle, une de ces particules se casse, ça devient un électron libre dans le système circulatoire. Et ça peut commencer à circuler ailleurs. Que l'endroit requis. Voilà, et quand ça circule et que le cœur doit renvoyer le sang vers le cerveau, ça n'arrive pas et ça passe, et si ça arrive quelque part, ça bloque. Donc il y a interruption de passage du sang là où ça devait aller. Et comme le cerveau a besoin de l'oxygène et du sang qui doit circuler, et les cellules du cerveau commencent à mourir. Et c'est comme ça que la personne développe un AVC. Si ce n'est pas trop attrapé trop vite, et le cerveau va mourir et c'est comme ça que la personne soit devient paralysée et puis c'est fini. Mais si c'est bien attrapé, bien à temps, parce qu'il y a deux fois comme des AVC minimales qu'on peut commencer à sentir, mais deux fois il y a ces petits bouchons qui se fait, mais le corps est capable de gérer et ça passe. Mais deux fois ça bloque. Et ça, quand ça bloque, et c'est comme ça, si c'est trop tard, la personne soit devient paralysée d'un côté, ça dépend d'où ça se passe. Donc voilà un peu ce que l'AVC est. Et là, la pression artérielle, c'est un des facteurs majeurs qui contribue à l'AVC. Et alors avec les cas de AVC, on entend souvent dans les hôpitaux, quand nous rendons aussi visite aux malades, qu'on parle de hématome. Quelqu'un qui a fait un AVC mais qui a développé l'hématome, c'est quoi? Alors l'hématome, c'est juste comme j'expliquais, il y a une accumulation du sang dans qui s'est coagulé quelque part dans le cerveau. Et là aussi, ça revient encore sur l'autre aspect que je devais parler. Vous allez voir que quand on se blesse, il y a un saignement qui se passe. Et il y a un temps aussi d'arrêt. Ça se calme. Ouais. Parce que le corps a un système d'envoyer de platelets pour aller bloquer le saignement dans notre corps. Il y a une coagulation qui se passe. Ouais. Et tout doit être équilibré. Deux fois, certaines personnes peuvent avoir des problèmes de coagulation sanguine. Donc, ils ont beaucoup plus de coagulation sanguine qui se font, qui est la normale. Et ça peut causer aussi de petits cailloux sanguins. Et ces petits cailloux peuvent aussi circuler pour aller bloquer ce passage du sang et devenir aussi un autre facteur d'AVC. Donc, il y a beaucoup de facteurs de risque qui peuvent contrôler. Mais en tout cas, au niveau d'hypertension, c'est le premier facteur de risque qu'on nous on regarde, qu'on peut contrôler, modifier pour prévenir l'AVC. Et alors, du côté alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'AVC? Là encore, ça revient sur le contrôle optimal de la pression artérielle. On contrôle notre pression artérielle avec tous les facteurs modifiables que je parlais, on est dans les bons. Deuxième facteur, c'est quand votre médecin va faire des examens, de voir est-ce que vous êtes à risque de faire de coagulation sanguine ou de cailloux sanguins. Et là, il y a de prises en charge médicales qu'on peut vous donner pour éviter de coagulation sanguine. Et là, ça va aussi être l'autre aspect de prévention pour prévenir ces coagulations sanguines. Et là, c'est comme ça qu'on va prévenir l'AVC. Parce que la prévention de l'AVC, franchement, c'est le contrôle de l'hypertension artérielle et voir aussi ces systèmes de, si on est à risque de cailloux sanguins, comme j'expliquais. En tout cas, si les deux là sont bien en charge, moi je crois que ça devient un bon outil de prévenir l'AVC. Et du côté alimentation, vous n'avez rien dit, hein? Du côté alimentation, encore comme je l'ai dit,
carrément une alimentation équilibrée variée, vous réduisez votre sel, vous consommez plus de fruits et de légumes pour apporter le sel minéraux qui jouent ce rôle-là de promouvoir la bonne santé cardiaque, le niveau d'activité physique, gestion des stress aussi, parce que plus on est stressé, il y a aussi l'impact sur notre cerveau. En tout cas, vous réduisez aussi la prise d'alcool. La prise de l'alcool aussi. Alors du coup, ces facteurs-là, en tout cas, au niveau nutritionnel, ça va vous aider à prévenir l'AVC. Et voilà, Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. On a parlé de l'hypertension artérielle qui est, en des termes simples, comme nous l'a expliqué Monsieur Patient Béa, qui est diététicien, clinicien professionnel, que c'est au fait quand la tension artérielle est plus élevée que la normale. La normale, c'est entre 12,8 ou jusqu'au même vers 14,9, selon ce que moi j'ai pu comprendre. Mais quand c'est déjà au-delà, donc c'est ça la tendance vers l'hypertension artérielle, ou plus loin, ça peut apporter un AVC dans la santé d'une personne. Comment prévenir? Il faut éviter de consommer beaucoup de sel parce que le sel produit beaucoup d'eau qui peut faire que ça augmente la pression artérielle et détruire la santé cardiaque. Il faut éviter beaucoup d'alcool. Il faut être toujours en activité sportive. Ça aide aussi à prévenir l'hypertension artérielle. Il faut éviter les stress. Il faut contrôler son alimentation qui doit être en gros constituée des légumes et des fruits. Voilà, ce sera un peu comme ceci. Vous avez suivi cette émission. Merci de nous être fidèles. Nous allons nous retrouver dans un autre numéro de Entretien lié au Journal de la Santé.